Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a mis fin au mois de mars au mandat de sa mission militaire en RDC qui a ordonné le début du retrait progressif de ses troupes de la République démocratique du Congo. Quelles peuvent être les conséquences de ce retrait sur la situation dans l'est du pays? On en parle avec vous, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Charlotte. Justement, qu'est-ce qui justifie cette décision de la SADC de retirer leurs troupes de la RDC? En fait, la première raison, elle est pratique. Sur le terrain, les forces de la SADC ne servent plus à rien du tout. N'oubliez pas que ces forces de la SADC, c'était ça l'objectif, et puis c'était très clair, étaient venues pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo pour combattre le M23 et les autres groupes armés qui sont dans la zone. Donc ce n'étaient pas des forces d'interposition, ce n'étaient pas des forces de la paix comme on a l'habitude de le voir, mais c'est des gens qui devaient prendre les armes à côté des soldats de la RDC pour combattre le M23 en particulier. Mais il se trouve que dans la zone de Goma et dans toutes ces zones, les militaires de la RDC n'ont pas brillé par leur combat. Ils ont plutôt brillé par le fait qu'ils ont fui et laissé le terrain à ces gens-là, qui se sont retrouvés sur place, devant aider une armée qui elle-même a quitté les lieux. Les adversaires, le M23 en particulier, sont venus occuper les lieux. Les M23 les ont encerclés, ils leur ont mis presque dans une situation de prisonniers de guerre, mais étant des soldats étrangers, ces gens n'avaient plus de possibilité ni de combattre le M23, ni de travailler avec la force armée de la RDC. En réalité, ils n'ont fait que constater que ces forces ne pouvaient plus servir à rien dans ces conditions, pour demander tout simplement à ce que ces forces puissent retourner chez elles, après avoir quand même participé à des combats, sur les premiers combats avec les forces armées de la RDC. Il y a eu dernièrement un accord signé avec les groupes politico-militaires AFC et M23. Quel rapport avec cette décision de retrait des troupes de la SADC? L'accord était important puisque, comme je le disais tout à l'heure, la zone où il se trouve est une zone aujourd'hui entre les mains du M23. Mais de façon générale, quand des militaires doivent se retirer dans une zone de guerre, il faut des accords. Il faut qu'on s'entende sur l'itinéraire, il faut qu'on s'entende sur le retrait des armes, parce que ce n'est pas les hommes seulement qui partent, il y a les armes, il y a tout le matériel avec lequel ils sont venus. Le M23 va vouloir être regardant sur ce retrait pour que ça ne soit pas un piège qui va leur créer des problèmes. Le deuxième élément, ils ne veulent pas passer par le Rwanda, parce qu'on leur avait proposé de passer par le Rwanda, puisque la frontière n'est pas loin, ils ont refusé. Rappelez-vous, ces mercenaires qui ont été pris par la RDC, qu'on a même accusé d'être des Sud-Africains quand ils ont traversé la frontière, qu'on se rappelle comment on les a mis en situation d'humiliation en rang, les mains levées, etc. Donc ces gens n'avaient pas, c'était plus proche, mais ces gens n'avaient pas envie de se retrouver encore dans cette posture de gens qui vont être humiliés. Ils veulent passer par l'aéroport, et comme tout le monde le sait, l'aéroport a été bombardé. L'aéroport de Goma. Oui, l'aéroport a été bombardé, l'aéroport est devenu défectueux, et l'aéroport est entre les mains du M23. Mais pour passer à l'aéroport avec des armes, il faut que le M23 soit d'accord. Mais il se trouve que la piste a des problèmes. Le M23 a dit OK, mais nous n'allons pas réparer l'aéroport à votre place. Venez participer à la réparation et après vous pourrez partir à partir de l'aéroport. Il fallait donc un accord pour que les troupes passent par l'aéroport qui est entre les mains du M23. La SADC n'a pas réussi à stopper l'avancée de l'AFC ou du M23 dans l'est de la RDC. Quelles conséquences pourrait avoir ce retrait des troupes militaires de la zone? Mais la conséquence va être plutôt difficile pour la RDC. On a vu la dame porte-parole du gouvernement remercier ces pays, mais si les forces armées de la RDC, appuyées par ces forces, n'ont pas été capables d'empêcher la prise de Goma, n'ont pas été capables d'empêcher la prise de Bukavu, mais si ces gens-là laissent les soldats de la RDC seuls, qu'est-ce qui va se passer? C'est toute la question qu'on se pose. Rappelez-vous qu'avant eux, il y a eu la force, la MONUSCO. La RDC leur avait dit de partir rapidement, on avait donné un délai. Quand ça a chauffé, ils ont commencé à dire à la MONUSCO, non, ne partez pas, attendez encore un peu. Rappelez-vous les premières forces qui étaient venues dans une situation assez floue
parce qu'ici, ces forces sont venues dans une situation claire pour combattre. Les premières forces étaient là avec surtout le Kenya, qu'on se rappelle qu'on avait demandé également à ces forces de repartir. En fait, il y a ce problème du mandat tout le temps, comme on le dit, quand il s'agit d'envoyer des forces quelque part. Pourtant, ici, le mandat a été clair. Ils étaient venus pour combattre le M23. Aux côtés des forces armées congolaises. Aux côtés des forces armées congolaises, mais on ne peut pas venir soutenir quelqu'un dans un combat et la personne s'en va et vous laisse seul pour faire le combat à sa place. Justement, aujourd'hui, qui sont demandés de partir, ils repartent avec quel bilan sur le terrain? Ben, comme bilan, ils vont repartir avec un échec parce que s'ils avaient réussi à empêcher la prise de Goma, on aurait pu dire qu'ils ont joué un rôle. Ils ne l'ont fait ni pour Goma, ni pour Bukavu. De sorte que finalement, leur présence n'a pas empêché le M23 et ses troupes alliées et le soutien du Rwanda de pouvoir avancer dans cette zone et de continuer même d'avancer dans cette zone, de renforcer son implantation au niveau de la zone. Donc s'ils étaient venus pour combattre le M23, quand ils arrivaient, le M23 n'avait pas pris ces villes. Leur présence n'a pas empêché la prise de ces villes. On ne peut pas parler de succès pour cette mission. Et les missions de paix, vous parliez tantôt de la MINUSMA qui a été sonnée également de partir. Aujourd'hui, ce sont les forces militaires de la SADC. Est-ce que finalement les missions de paix ont du mal à s'opérationnaliser en République démocratique du Congo? Il y a une difficulté pour les rendre opérationnels qui relève de deux choses. La première chose, c'est la difficulté de ces missions de paix de façon générale. Parce que vous avez des gens qui arrivent, l'information donnée n'est souvent pas la bonne. Qu'on se rappelle, Centrafrique, un peu partout, les gens croient que ces gens viennent pour se battre à la place de leur armée. Non. Quand c'est une mission de paix, quand c'est une force d'interposition, ces gens ne viennent pas se battre contre qui que ce soit. Généralement, ils sont plus là pour la protection des populations et faire les rapports également au niveau des Nations Unies pour ce qui concerne les violations des droits de l'homme, etc. Parce que quand la mission est là, il y a une feuille de route, on met des tirets pour dire clairement c'est quoi le rôle. Mais souvent, parce qu'ils viennent avec de l'armement, les populations pensent qu'ils doivent se battre à leur place. Avec la MONUSCO, par exemple, c'était le problème. À un certain moment, les populations disaient non, ils n'ont qu'à partir parce qu'ils ne se battent pas. Ils n'avaient pas pour rôle de se battre à la place de l'armée de la RDC. Ça crée souvent ce problème. Parfois, ces forces sont là, on dit force de paix, on dit force d'interposition. Il y a une partie qui attaque, on ne leur a pas donné le mandat pour réagir. Ils l'ont fait en Centrafrique à un certain moment, mais dans un premier temps, ils étaient là. Quand on leur a donné le mandat, quand ils ont combattu avec les forces armées de la République centrafricaine, mais ils ont réussi à faire reculer les gens et les élections ont eu lieu. Sans leur soutien, il n'y aurait pas eu ces élections au niveau de la République centrafricaine. Le malheur, c'est qu'ici, on a donné un mandat sur une période précise pour une chose donnée. Il fallait protéger les élections. Et c'est ça qui fait qu'après, ça devient complexe, puisqu'avant, ils étaient là, ils n'ont pas combattu. Avec les élections, ils ont combattu. Après les élections, ils ne combattent plus. Parfois, les gens ont du mal à comprendre finalement quel rôle ils jouent, alors que leur rôle dépend tout simplement du mandat qu'on leur a confié. Et l'annonce de la fin de la mission des forces de la SADC intervient au moment où l'Angola également se retire de la médiation. Quelle analyse faites-vous? L'Angola se retire de la médiation, c'était attendu puisque quelque part la rencontre entre Tshisekedi et le président du Rwanda au niveau d'un pays arabe, c'est quand même, quoi qu'on dise, un poignard dans le dos pour l'Angola. Surtout qu'il n'a pas été informé. Il aurait été informé, ça aurait pu être un effort de plus dans la médiation angolaise. On l'aurait vu lui-même assis là-bas. Avec les deux présidents, ça poserait moins de problèmes. Mais il faut dire qu'il a eu beaucoup de difficultés avec cette médiation, parce que dans cette zone, vous avez un peu deux organisations qui s'enchevêtrent. À un certain moment, on a eu l'impression également qu'il y avait une médiation angolaise et une médiation du Kenya. Sur le même sujet. Quand les deux se sont rencontrés, ça n'a pas réglé le problème parce que certains pays semblaient être plus proches du Rwanda, d'autres pays semblaient être plus proches de la RDC avec Tshisekedi, mais il a été difficile. D'où la difficulté d'une médiation africaine dans la gestion de ce conflit. Mais tout à fait, il lui a été difficile de trouver une solution parce que ces autres
confrères, si on peut l'appeler ainsi, président, ne lui ont pas facilité également la tâche. Sans compter, bien sûr, le président rwandais et le président de la RDC. Ben, tous ces éléments font que, puisqu'il prend la tête de l'Union africaine, il va devoir gérer les problèmes de façon générale. Mais il en a profité tout simplement pour rendre la patate chaude qu'on lui avait donnée. Et je ne sais pas qui va prendre et qu'est-ce que cette personne va pouvoir réussir. Justement, et c'est le Qatar qui prend la relève en matière de médiation sur la crise congolaise. Mais quel espoir est-ce que cela incarne? Oui, mais le Qatar ne doit pas prendre la relève. L'Union africaine avait initié une médiation qui a été confiée au président de l'Angola, qui dit qu'il est devenu président de l'Union africaine. Il va devoir gérer un très grand nombre de choses. Donc, il faut qu'on le libère de cette médiation. Il faut que l'Union africaine trouve un autre médiateur africain. Mais il faut que l'Union africaine également dise au Qatar, mais attendez, c'est très bien que vous êtes devenu... Jusqu'où va la médiation du Qatar? Mais il ne faut pas que la médiation du Qatar se fasse sans l'Union africaine. Il faut que l'Union africaine dise au Qatar, attendez, cette affaire se trouve sur notre continent. À défaut de pouvoir le régler, nous comprenons que vous puissiez nous appuyer pour résoudre ce problème, mais laissez le Qatar résoudre tout seul ce problème. Et que l'Union africaine ne soit pas capable de faire quoi que ce soit, mais ça va reposer une question qui est une question difficile. À quoi sert l'Union africaine quand il y a des conflits sur le sol africain? Sur le plan militaire, après le retrait des troupes de la SADC, est-ce que la RDC s'attend à accueillir d'autres forces? Ça va être compliqué parce que qui va venir d'abord? Parce que c'est les Sud-Africains, par exemple, qui sont en train de partir. Tout le monde sait que la République sud-africaine a toujours soutenu la RDC. Ce n'est pas la première fois que les forces sud-africaines sont là-bas. D'ailleurs, même ce soutien, ils ont perdu des soldats là-bas, ce qui, à un certain moment même, avait créé une grosse tension entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Mais les Kenyans étaient déjà venus. Qu'on se rappelle dans quelles conditions ils sont repartis. Et ils n'étaient pas seuls, ils étaient là avec d'autres pays. Les Burundais étaient là. Mais qui va venir maintenant? C'est tout le problème. Et même, qui va venir pour quelle mission? Parce que tant que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent avec cette attitude, on les accuse de complicité avec des preuves. Qu'on se rappelle que c'est à cause de ces complicités que le président de la République a même décidé de ramener la peine de mort. Tout le monde a vu les jugements des gens qui ont fui, même des généraux, même des hauts gradés qui fuient. Mais comment on peut venir soutenir une armée? Moi qui viens pour apporter un appui, vous disparaissez, vous me laissez seul sur le terrain. Mais quand vous appelez au secours, il risque d'être difficile de trouver un pays qui accepte de venir à votre secours dans ces conditions. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté à répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.